Monsieur le Président Kaba, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir aux millions de téléspectateurs. Voilà, donc nous allons rapidement parler votre analyse par rapport au passage du colonel Mamadou Doumbouya au 78e sommet de l'ONU. Il a tenu un discours qui a été diversement apprécié. Quelle est votre lecture par rapport à son discours? Merci infiniment de m'avoir soumis à cette interview. Pour répondre à votre question, je dirais tout simplement que c'était un discours de rupture. Un discours qui a voulu rompre avec les habitudes et les comportements du passé. Un discours panafricaniste et un discours qui souhaiterait mettre fin au paternalisme que l'Afrique a toujours connu. Et nous pensons que ce discours de rupture nous permettra désormais, en tant qu'Africains, de réclamer la souveraineté de la manière la plus éloquente. Parce que ce qui est en jeu, c'est la gestion saine des réalités de notre continent. Un discours aussi en partie qui a remis en cause le modèle, non pas le système démocratique qui a été remis en cause par son discours, mais le modèle que nous avons toujours pratiqué en Afrique a toujours échoué. Également le modèle économique aussi qui nous a été aussi imposé, comme on le dit, je crois aussi a échoué. Donc du coup, il est important aujourd'hui, non pas pour inventer les roues, mais d'adapter ces pratiques à la réalité africaine. Je pense que nous adhérons à ce discours-là et nous pensons que cela nous permettrait de répondre promptement à la préoccupation sociétale de notre pays. Quand vous parlez donc de modèle, vous voulez parler de quoi réellement? Parce que les gens pensent que c'est peut-être la démocratie qui a été imposée qui ne marche pas du tout en Afrique. Pas du tout. Le système démocratique, je crois que c'est le plus beau qu'on puisse avoir. Mais la manière, la méthode, c'est-à-dire le modèle, de quoi s'agit-il? Je vous prends un ou deux exemples. Quand vous prenez par exemple le multipartisme intégral, plus précisément en Guinée, n'a fait que promouvoir l'ethnocentrisme, le communautarisme. Cependant, nous pouvons rester en gardant toujours les mêmes valeurs démocratiques, mais en trouvant un autre modèle de système de pluralité. Je vais parler ici, au lieu de parler de multipartisme, le parti fidèle en a d'ailleurs, avec sa coalition AD, en a d'ailleurs proposé la dernière fois, lors du débat d'orientation constitutionnelle, qu'on souhaite désormais, au lieu de multipartisme, qu'on ait le tripartisanisme. Je n'ai pas dit le tripartisme, mais le tripartisanisme. De faire en sorte qu'on puisse avoir trois blocs. Un bloc constitue plusieurs partis idéologiques. Nous avons les socialistes, le bloc des socialistes, qui regroupe l'ensemble des partis politiques socialistes, et le bloc libéral, qui regroupe l'ensemble des partis politiques libéraux, mais aussi le bloc écologiste, qui représente ceux qui réclament des valeurs écologistes. Donc ça va nous permettre non seulement que plusieurs partis peuvent se retrouver dans ces différentes entités et qui présentent le candidat de leur bloc. Le candidat qui sera élu ne sera pas le candidat d'un parti, encore moins. Parce que ce qui est grave dans ce pays, le parti est malheureusement confondu à la communauté, voire à la région. Mais lorsque c'est idéologique, donc nous pouvons retrouver toutes les tendances, toutes les communautés, toutes les régions au sein des mêmes blocs. Donc la victoire conquise à ce niveau deviendra la victoire du bloc idéologique. Voilà ce modèle-là, par exemple, que nous avons souhaité. Donc c'est vrai, nous adhérons à ce discours. Et quand nous prenons encore sur le plan le modèle économique aussi qui a été imposé, souvenez-vous que dans les années 90, le FMI nous a donné des sanctions en nous demandant de faire ce qu'on appelle l'ajustement structurel. L'ajustement structurel, c'était quoi? C'était de venir demander des États quel est l'effectif de la fonction publique. À dire que nous avons 200 personnes, ils disent d'abandonner les 100 et garder les 100 autres. Cela a créé beaucoup de chômeurs. On a oublié le côté social, comme nos familles se sont retrouvées dans des situations désastreuses. Et l'ajustement structurel, c'était quoi encore? C'était la privatisation des entreprises étatiques. Et cela aussi a eu des conséquences, ce qui a fait que toutes les entreprises ont été presque fermées. Et vandalisées, je peux dire, ou vendues à vil prix. Et la conséquence, c'est quoi de l'ajustement structurel? C'était de dire encore de réduire les investissements publics. Et réduire l'investissement public, qu'est-ce que ça veut dire?
de ne pas dépenser beaucoup dans l'éducation. Et la conséquence, c'est quoi? C'est l'affaissement du niveau de l'enseignement que nous avons en Guinée. La conséquence encore, c'est quoi? C'est aussi de dire que de ne pas trop investir dans l'armement. Nous avons constaté le Sahel, tous les pays du Sahel aujourd'hui sont secoués parce qu'ils sont désarmés. Quelques groupes de terroristes peuvent venir menacer tout un État et mettre à volo et à vol-au-vent. Parce qu'on n'a pas trop investi dans l'armement. Je peux vous citer tellement d'exemples que, c'est-à-dire qui sont la conséquence directe de l'ajustement structurel, donc le système économique qui nous a été imposé. C'est ce que le président a rappelé, de rompre avec ces habitudes-là. Désormais, aujourd'hui, le Burkina Faso est en train d'expérimenter un modèle économique qu'on appelle le développement endogène. C'est-à-dire de faire en sorte que nos ressources ne pas trop compter sur le FMI, sur la Banque mondiale, les institutions internationales, de compter sur nos propres moyens. Je crois que ce modèle-là pourra mieux fonctionner. On a des cadres talentueux. À l'indépendance, la Guinée n'avait pas plus de 5 diplômés. Aujourd'hui, nous avons, je ne dirais pas des millions, mais des milliers de diplômés. Mais notre situation paraît encore beaucoup plus désastreuse parce que le savoir qui nous a été imposé, c'est-à-dire le modèle économique, ce qui nous a été donné comme le meilleur modèle de l'économie, vraiment n'a pas fonctionné. Encore moins ce qu'on a appelé le meilleur modèle de la démocratie n'a pas fonctionné. Je n'ai pas dit que je remets en cause, et le président également n'a pas remis en cause la démocratie, le modèle appliqué, comme je viens de vous donner un exemple. Je crois que cela est largement suffisant pour adhérer à ce discours. Voilà, nous allons aussi parler de son accueil, parce qu'on a suivi quand même dans les rues de Conakry, il y a eu assez de mobilisation, surtout les travailleurs de l'administration publique, que beaucoup de personnes donc fustigent cela parce qu'on se rappelle dans le temps de Sékou Touré. Donc aujourd'hui, quelle est votre lecture en tant que président d'un parti politique en Guinée? Je ne vois pas d'incohérence dans cette démarche. Soyons clairs. Un État est une organisation. Et cette organisation a des agents, a de personnel pour faire fonctionner l'État. Et le chef de personnel, c'est le chef de l'État. Quand le chef d'État se déplace, pas pour des raisons personnelles, mais pour des raisons étatiques, aller à l'extérieur, lorsqu'il rentre, il est important d'encourager également ses partenaires, comme quoi ce qu'il a tenu comme discours est aussi l'aspiration du peuple qu'il reçoit, l'aspiration de son propre peuple. Donc l'accueillir de la sorte, par les agents de l'État, c'est-à-dire par le personnel, je ne vois pas le problème. C'est seulement que s'il y a des mannes financières qui sont gaspillées, qui devraient servir, comment on appelle, à financer l'enseignement, la santé, les infrastructures routières, etc., c'est ce qui est aberrant. Et pendant qu'on n'a pas cette preuve, il ne faut pas la brandir. Ce que je sais, le chef de l'État, c'est-à-dire, comme je viens de vous le dire, on a une organisation qui s'appelle l'État, qui a des agents. Ce sont ces agents de l'État qui ont applaudi, qui ont félicité, qui ont adhéré au discours et à la mission que le président a effectuée à l'étranger. Ne pensez-vous pas que c'est une instrumentalisation de l'administration publique? Parce que lui-même, dans son discours du coup d'État, du 5 septembre, il a fustigé cela contre le régime dessus. Il a parlé de la politisation à outrance. Je pense que c'est vrai quand même que les fonctions de chef d'État, c'est une fonction éminemment politique. Mais c'est qu'il n'est pas un leader politique qui cherche à séduire ou, je ne sais pas, à mobiliser les gens en vue de l'élire ou le réélire. Ce n'est pas le cas. Le coup d'État a eu lieu, que nous, personnellement, avons condamné avec fermeté. Désormais, nous avons vu qu'ils sont inscrits dans une dynamique de lutte contre l'impunité que nous avons applaudi. Il y a des agents de l'État qui les accompagnent sur ce front. Donc, lorsque ces agents-là l'applaudissent, l'accompagnent, le reçoivent à bras ouverts pour montrer à la communauté nationale et internationale que ce qu'il a dit, il a dit au nom de son peuple, il a dit au nom du personnel de l'État, je ne vois pas d'incohérence. Quel est votre dernier message à l'endroit du colonel Mamadou Doumbouya? Parce que déjà, ça reste peut-être un an, quelques mois pour la fin de la transition, la date qu'ils ont indiquée. Quel est votre mot à l'endroit du colonel, également à vos collègues des partis politiques? En tant que président du parti fidèle, je suis optimiste. Et je pense que cet optimisme doit être partagé par tous les Guinéens. Il est vrai quand même que
on peut avoir des doutes sur notre capacité de mobilisation des 600 millions de dollars. Cependant, à partir du moment où nous pouvons faire nos propositions, nous qui sommes membres de la conférence des partis, des coalitions politiques et fêtières, avons proposé, si vous voulez, des possibilités de réduire ce frais. Je pense que cela, tous les Guinéens doivent faire la même chose. Et nous demandons, je dirais au président de la transition de prendre en compte nos préoccupations exprimées dans ce document-là, en vue de réduire le coût de financement, donc ce qui réduirait le coût de mobilisation, et de façon probable, nous pouvons tenir les échéances à bonne date. Au cas contraire, si la somme est trop importante, la mobilisation peut devenir difficile. Donc nous demandons à tous les Guinéens de coordonner une action de soutien autour du CNRD, autour du colonel Mamadou Doumbouya, le chef d'État, en vue de le permettre de lutter, ou de leur permettre de lutter contre l'impunité, de traquer les biens mal acquis, d'assainir le fichier de l'administration, d'équiper le pays en moyens de sécurité, pour nous mener à une transition apaisée dans le respect du chronogramme de 24 mois. M. Boubel-Lamine Kaba sera-t-il un candidat à l'élection présidentielle prochaine? Mon souhait le plus ardent. Mais pour être candidat, il y a des conditions, il y a de la procédure. La première procédure, c'est quoi? C'est d'être élu par son parti, d'être accepté par mon parti. Si mon parti m'accepte, accepte ma vision, je pense que cela me ferait plaisir et cela nous permettra de présenter le candidat dont je suis. Donc je pense que, donc je veux l'être alors. Donc je pense que je peux vous dire oui, je veux l'être. Mais la procédure démocratique à l'intérieur du parti sera respectée. Merci beaucoup, M. le Président. Merci pour l'interview.